Merci. Donc effectivement, je vais essayer de vous faire passer quelques visions, quelques messages du monde de la recherche dans le domaine du traitement de l'eau. Pour ma part, j'anime une équipe de recherche à l'INSA de Toulouse, l'ISBP, et puis je fais aussi partie, comme beaucoup de chercheurs, de l'IWA, donc l'International Water Association. Et à ce titre-là, je vais essayer aussi de porter certains messages plus globaux. Alors effectivement, la question c'est comment est-ce que la station d'épuration peut jouer un rôle face à un certain nombre d'enjeux. Il y a une forme de convergence des enjeux aujourd'hui. Bien sûr, la nécessité de mieux utiliser des ressources renouvelables, pour premier point, de couvrir des besoins, donc énergie, matériaux, alimentation. Et tout ça nous amène à vouloir essayer de boucler un certain nombre de flux. Et on va le voir, la station d'épuration pourrait effectivement jouer un rôle dans une interconnexion d'un certain nombre de réseaux de flux. Et également dans cette relation entre les flux dans les systèmes urbains et agricoles. Alors quel est réellement le potentiel de la station d'épuration? C'est la question qu'on peut se poser. Un exemple que je voulais donner en introduction, c'est celui de l'énergie. On a parlé de la méthanisation beaucoup. Je ne vais pas trop en parler pour ma part. Mais quelque chose vers lequel on se dirige, c'est ce qu'on appelle le power to gas, c'est-à-dire la transformation de l'énergie électrique qui peut, à certains moments, par les énergies renouvelables, être produite en excès, et à la stocker sous forme de méthane dans les réseaux de gaz, où là, on a beaucoup plus de capacité de stockage que sur les réseaux électriques. Et donc, on travaille aujourd'hui sur des solutions, biologiques pour certaines, de méthanation, c'est-à-dire de conversion de l'hydrogène en méthane, pour réinjecter cet hydrogène qui est produit par des surplus de production électrique qui pourraient être produits par électrolyse, et qui serait réinjecté dans le gaz, dans le réseau de gaz, pour pouvoir l'utiliser à un autre endroit, à un autre moment. Et si je parle de ça, c'est parce que pour faire ça, il nous faut du CO2. Et le CO2 le plus intéressant pour arriver à faire ça, c'est celui du biogaz et celui des stations d'épuration aujourd'hui. Donc il est très probable à terme que dans toutes les stations où on envisage la réinjection de biogaz dans le réseau, eh bien, on puisse collecter également le CO2 du biogaz pour le convertir en CH4 et augmenter finalement la production de CH4 de l'installation, tout en valorisant des surproductions d'énergie électrique. Alors, un autre aspect qui nous concerne particulièrement, donc je vais peut-être rebondir sur la remarque de Jacques Le Saffre sur l'azote. On a parlé du phosphore, on peut faire le même bilan sur l'azote. Dans les flux d'azote que l'on consomme aujourd'hui, on a, si on prend un facteur 100, donc une valeur de 100 pour les flux d'azote que l'on produit par le procédé Haber-Bosch pour l'agriculture, pour faire du nitrate d'ammonium principalement, eh bien on voit que dans toute cette consommation finalement est une forme de gaspillage, on va dire, de l'azote, qui est essentiellement fournisseur de protéines, hein, il est transporté avec les protéines, l'azote. Eh bien, on retrouve dans les effluents urbains humains donc environ 20% de ce flux d'azote. Et donc, on peut faire le même bilan que sur le phosphore. On a effectivement potentiellement la capacité de recycler entre 15 et 20% de l'azote. Mais on va voir que pour l'azote comme pour le phosphore, les solutions ne sont pas si simples pour que nos technologies à l'échelle de la station d'épuration permettent réellement de recycler ces flux et d'avoir un impact significatif. Alors bien sûr, on peut se demander si l'agriculture ne doit pas faire un effort et consommer moins de ces intrants pour arriver à boucler ces flux. L'essentiel de ces flux vont aujourd'hui dans la production pour l'alimentation animale, qui pourrait aussi être beaucoup moins demandeuse par ailleurs. Alors, au niveau des conférences dans le domaine de l'épuration des eaux, et en particulier celles sur le recyclage et le traitement des nutriments, on voit effectivement un certain nombre de procédés sur lesquels on travaille, Anamox, la production de struvite. Vous allez voir la séparation de l'urine également, et donc des procédés dans lesquels on recherche une récupération de l'azote et du phosphore. Bon, parallèlement aux États-Unis, ils ont effectivement encouragé le changement de nom des Wastewater Treatment Plants vers Water Resource Recovery Facilities. On a effectivement peut-être l'enjeu de faire la même chose en France. Je crois que Jean-Pierre Canler a parlé de la STAR ce matin, donc on s'était effectivement imaginé que ce nom pourrait voir le jour. Je pense qu'on est au moins aussi bon que les Américains pour faire des acronymes, donc on va s'en sortir, on va en trouver un aussi. Mais c'est vrai que le constat aujourd'hui, c'est qu'on dissipe encore beaucoup d'énergie et de matière dans les stations d'épuration. Alors les ruptures, on en a parlé, donc je vais m'appuyer sur les présentations précédentes. Donc effectivement, on travaille sur le procédé Anamox, sur le shunt des nitrates. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'un des enjeux pour valoriser le carbone, que ce soit faire du biogaz ou faire d'autres choses avec le carbone, c'est faire en sorte que le traitement de l'azote ne nécessite pas ce carbone organique. Et effectivement, avec Anamox ou avec le shunt des nitrates, on va économiser de 40 voire de 100% les besoins en carbone organique, et on va pouvoir donc orienter le carbone organique des effluents vers sa valorisation. Un autre aspect sur lequel on travaille, on est un peu plus prospectif en recherche que sur le terrain aujourd'hui pour la valorisation du carbone, et on imagine à terme que l'on puisse produire autre chose que du méthane, hein, pas seulement faire de l'énergie avec le carbone, mais produire des matériaux. On est capable aujourd'hui de fabriquer des biopolymères à partir de bouts de stations d'épuration, notamment les polyhydroxyalcanoates. On travaille aujourd'hui sur des projets aussi pour fabriquer des alginates.
Dans ces visions de production de produits, il est très important d'imaginer l'utilisation dans une démarche vraiment d'économie circulaire. Et par exemple, sur le cas des alginates, on imagine très bien utiliser ces alginates dans la filière comme coagulants ou floculants, finalement en remplacement des coagulants, des floculants minéraux et chimiques. Alors bien sûr, on a parlé de l'astruvite, donc les techniques de séparation pour mieux recycler les matières minérales. Alors les matières minérales, c'est effectivement le phosphore, donc phosphate d'ammonium et magnésium, donc l'astruvite. HAP, c'est le phosphate de calcium, hydroxyapatite. Mais on travaille aussi sur des techniques pour recycler l'azote. Alors recycler l'azote, contrairement à ce qu'on a dit peut-être sur les éolites, où on a des difficultés quand même à récupérer l'azote à des coûts énergétiques et économiques satisfaisants, on va plutôt s'intéresser à des techniques alternatives où on va chercher à fabriquer du sulfate d'ammonium. On peut utiliser le stripping, effectivement, qui est un procédé quand même assez consommateur en énergie, mais aujourd'hui on s'intéresse aussi à des voies membranaires pour transférer l'azote et pour extraire cet azote d'un certain nombre d'effluents concentrés. Alors, il faut qu'on fasse attention à l'ensemble des enjeux dans les filières, et c'est ce qui est le plus difficile quand on propose des nouvelles technologies. Donc fiabiliser le traitement, c'est quand même l'objectif majeur des stations d'épuration, il faut toujours revenir à ça. C'est aussi l'un des seuls qui a une réglementation très stricte et qui nous amène à faire des innovations. La consommation d'énergie, bien sûr, les gaz à effet de serre, on va en parler, le recyclage des ressources, voire les micropolluants. Mais tout ça, tant que ce n'est pas traduit en réglementation ou en aspect économique, c'est difficile de voir émerger des technologies, des innovations. Dans toutes les innovations dans le secteur de l'eau, on a besoin de démontrer assez longtemps la fiabilité et la robustesse. Ça, c'est peut-être une de nos limites en France, c'est qu'il faut effectivement avoir beaucoup de références, de valider quelque chose avant de le déployer sérieusement. Et puis l'autre aspect, c'est qu'il faut que les technologies qu'on propose, elles soient adaptées et que les systèmes soient finalement adaptables par rapport à ces nouvelles technologies. On va prendre quelques exemples après. Alors, je voulais donner un exemple sur le temps qu'il faut parfois pour aller de la découverte dans un labo à l'application, au développement pleine échelle. Bon, on a développé dans les années 90 une technologie de contrôle de l'aération alternée, Inflex. Là, il a fallu 20 ans, voire 25 ans bientôt, pour que cette technologie, après une dizaine d'années, des démonstrations à pleine échelle, qu'elle voit le jour et qu'elle se commercialise et qu'elle se développe de manière significative. Il a fallu aussi que l'Agence de l'eau intervienne, que l'IRSTEA valide ce système. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a fallu qu'il y ait un certain nombre de critères qui soient tous remplis, c'est-à-dire la fiabilité, garantir et améliorer la qualité du traitement, le fait de le faire en plus avec des capteurs qui ne nécessitent pas un étalonnage trop fréquent, donc ça c'est aussi très important dans nos stations, la maintenance. Le fait qu'on puisse faire des économies d'énergie, à un moment donné il y a eu une bascule qui fait que ça devient un élément moteur. On a aussi démontré qu'on pouvait émettre moins de N2O, donc de gaz à effet de serre. On a une certaine adaptation des systèmes existants, au moins en France, avec les systèmes aération alternée. Par contre, ce n'est pas du tout une technologie qui va vous permettre de recycler la matière, donc on est loin des enjeux de recyclage dont on va parler par la suite. Alors, on peut faire cette analyse pour un certain nombre de procédés. Donc, on a parlé d'Anamox. Anamox, aujourd'hui, est une technologie mature sur le side stream, donc sur le traitement, comme on l'a vu tout à l'heure, des effluents sortis de digestion des boues. En termes d'économie d'énergie sur l'ensemble de la station, ce n'est pas ça qui va finalement être le moteur majeur, parce que c'est quelques pourcents. C'est surtout, comme on l'a vu tout à l'heure, la fiabilisation du traitement de l'azote sur la filière eau. Alors, le poil à gratter, on va dire, c'est le N2O. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Effectivement, les émissions de gaz à effet de serre sont assez impactées par le N2O dans les stations d'épuration. Je vais revenir là-dessus. Le recyclage de la matière, ce n'est pas un procédé qui permet aujourd'hui de recycler la matière. On continue à convertir l'azote sous forme de N2. Et puis l'adaptation au système existant, on l'a dit tout à l'heure, pour que ce système se déploie, il faut que la digestion anaérobie se déploie. Et dans certains pays comme la France, on n'est pas encore très équipé finalement, ou pas suffisamment en digestion anaérobie. Sur le mainstream, donc on travaille aussi sur cette question. Donc comment adapter Anamox sur la ligne eau? Alors là, on est à l'échelle du laboratoire. On a pas mal d'équipes qui travaillent sur le sujet, avec aussi les grands groupes. On peut dire qu'on est au début du procédé. On n'a pas encore cette fiabilité, cette maturité qu'on a sur le side stream. Par contre, là, on a un potentiel en termes d'économie d'énergie sur la station qui est beaucoup plus significatif parce qu'on traiterait l'ensemble du flux d'azote. Alors le N2O, c'est encore une fois un élément tout à fait impactant. On va le voir par la suite. On a intérêt à développer ce procédé tout en garantissant qu'on n'ait pas plus de N2O que les technologies existantes. Et puis là, on a peut-être aussi un enjeu qui est l'adaptation des systèmes existants si on proposait ces technologies, mais je pense qu'on est potentiellement dans la bonne voie. L'astruvite, on en a parlé. Une technologie qui maintenant a atteint une certaine maturité industrielle. Vous avez vu le site de Castres avec lequel on a collaboré.
Bon, d'autres technologies existent que celle de Naskeo. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas un procédé qui va impacter tellement les économies d'énergie ou les gestes, mais par contre, en termes de recyclage du phosphore, c'est la technologie phare, on va dire, pour les stations d'épuration. Le problème ou la limite en termes de marché, c'est que ça va encore être limité par l'existence de la digestion anaérobie, et deuxièmement, par le couplage de cette digestion anaérobie avec une déphosphatation biologique. Et aujourd'hui, si on prend le cas français, on a quand même très peu de stations qui sont équipées à la fois de déphosphatation biologique et de digestion anaérobie. Donc là, on est face à un verrou, une technologie qui peut être tout à fait pertinente, mais pour qu'elle ait un impact significatif, il faudrait revoir un trop grand nombre d'installations en France. Je pense qu'il y a malheureusement, le site de Castres est un peu isolé. Il n'y a pas beaucoup de stations où on fait cet effort de ne pas apporter du fer ou de l'aluminium pour éliminer facilement le phosphore. Et c'est vrai que ça demande une technicité un peu supérieure et un regard supérieur sur le procédé. Et du coup, on a un marché assez faible, à mon avis, pour l'astrovite en station d'épuration aujourd'hui en France. On a parlé d'une alternative, donc la production de biopolymères. Là, on est au stade recherche, donc la maturité encore à valider. Les économies d'énergie aussi, ce n'est pas forcément le point majeur. Mais par contre, ça ouvre un potentiel sur la valorisation du carbone et sur le recyclage du carbone qui est tout à fait intéressant. Et encore plus, si à un moment donné, on peut envisager une covalorisation du carbone déchet avec le carbone des eaux usées, ce qui lèverait beaucoup de verrous, à mon avis, techniques. Alors, je vous ai dit qu'on allait un peu évaluer des filières. Donc, c'est un travail qu'on a effectué récemment donc, au laboratoire, notamment avec cette jeune fille, donc Anna Bicinella, qui finit sa thèse cette semaine. Et l'objectif, ça a été de développer des outils pour évaluer les stratégies de traitement et les schémas des stations d'épuration d'un point de vue global. Donc, on va voir quelques exemples par la suite. Alors, si on prend le cas des gaz à effet de serre, bon, là, ici, on voit sur une station qui est un standard, on va dire, international, un benchmark, on voit la quantité d'équivalent CO2 qui est produit par le traitement d'un mètre cube d'eau traitée. Alors vous avez un certain nombre de contributions, je reviendrai dessus tout à l'heure. Il y en a une en violet, c'est les émissions directes. Alors les émissions directes, c'est notamment le méthane lorsqu'il n'est pas valorisé. On a parlé de fuite de méthane tout à l'heure dissous. Le CO2 lorsqu'il provient de CO2 non biogénique, ce qui n'est pas le cas pour la majeure partie du CO2, puisqu'on brûle du carbone dans la station d'épuration, mais ce CO2 provient de matière issues du vivant, donc on n'est pas sur du carbone fossile. Mais ces émissions directes, elles sont majoritairement reliées au N2O. Alors le N2O, effectivement, il y a quelques années, on a vu un transparent tout à l'heure où le N2O contribuait assez peu aux gaz à effet de serre. C'est effectivement le cas si on prend en compte les données de l'IPCC. Le problème, c'est que maintenant qu'on mesure le N2O sur plus de stations, on se rend compte qu'il est assez sous-estimé jusque-là et qu'on a environ 0,5% du N2O en moyenne sur des stations européennes qui sont émis, donc 0,5% de l'azote traité sur la station qui part en N2O lors de la nitrification. Alors ça, c'est pour des stations bout-activées, mais quand on va sur les cas des biofiltres, on en a parlé tout à l'heure, et une publication donc, cette année de l'IRSTEA le montre, d'un facteur d'émission de 0,5%, on passe à 4%. Et là, vous voyez que le N2O devient l'élément majeur et il contribue, il multiplie par 3 ou 4 les émissions de gaz à effet de serre de la station d'épuration. Donc on a un projet actuellement coordonné donc, avec l'IRSTEA qui a pour but, avec le SIAP en particulier, donc la ville de Paris, de trouver des solutions pour réduire si possible ces émissions de N2O sur les stations. Alors globalement, on voit qu'on a quand même pas mal de freins au changement sur les stations d'épuration, notamment le fait que des technologies ne sont pas toujours adaptables aux stations existantes pour avoir en tout cas des impacts très significatifs. Ça nécessite un changement de métier. On a vu la difficulté de sortir les produits du statut de déchets. Et les innovations finalement qui satisfont tous les enjeux sont assez rares. Et le fait que l'on mélange tous nos effluents et dans le tout à l'égout qu'on dilue finalement la matière pose de gros problèmes pour valoriser cette matière. La plupart des procédés de recyclage sont efficaces sur des effluents concentrés. Alors on va parler maintenant d'une autre rupture pour conclure, c'est la séparation à la source. Donc c'est pas nouveau, on a déjà des équipes qui travaillent sur le sujet en Europe depuis 15 ou 20 ans. Séparer les urines, comme on peut le voir ici, ça veut dire potentiellement 85% de l'azote, 50% du phosphore, et également potentiellement 70% des molécules pharmaceutiques. Donc on étudie des différents scénarios pour produire des fertilisants, pour essayer de traiter les micropolluants. On a un projet financé par l'ONEMA donc, à ce sujet. Calculer donc les émissions des steppes, quelles seraient les conséquences pour les stations d'épuration, et puis également voir quelles sont les synergies qu'on peut trouver entre la valorisation de l'urine et tout ce qui provient de la station d'épuration en termes de side stream, donc en traitement des boues notamment. Alors je vais passer vite sur
ce transparent. Globalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une plateforme pour évaluer des scénarios. Alors, on génère des scénarios en termes de type d'influents. On utilise la modélisation dynamique pour prédire la filière. On alimente des outils d'analyse de cycle de vie pour évaluer les impacts environnementaux. Et puis, on peut, pour finir aussi, faire de l'optimisation en essayant de minimiser un ensemble de critères plutôt que de minimiser uniquement un critère dans les performances d'un procédé. Alors, des scénarios avec l'urine, on peut en faire plein. On peut partir d'une station de référence, qui est déjà une bonne station qui produit du biogaz, par exemple. On peut imaginer qu'on fait un traitement primaire poussé, tout d'abord. On peut ensuite séparer l'urine, et dans les scénarios qu'on a évalués, c'est un transport de l'urine vers la station. Et donc, on traite de manière centralisée ici, par exemple, en faisant de l'astruvite. On peut ensuite, en plus de l'astruvite, combiner avec le traitement primaire approfondi, donc par coagulation-décantation. On peut aussi recycler l'urine vers l'agriculture pour valoriser non pas que le phosphore, mais aussi l'azote. Et puis pour finir, on peut imaginer aussi que le procédé Anamox puisse traiter l'urine et des effluents qui proviendraient de la voie de traitement des boues. 30 secondes. Donc je passe très vite sur certains résultats. Globalement, on voit que dans tous ces scénarios, les scénarios qui sont basés sur une séparation de l'urine permettent à une station potentiellement de devenir énergie positive, puisqu'on permet au système de moins consommer d'énergie, mais aussi de produire plus d'énergie à partir de cette orientation du carbone organique vers la méthanisation. Et ça, c'est possible que si on combine ça avec un bon traitement primaire qui permet de capter la matière organique et l'envoyer vers la production de biogaz. Un autre aspect, donc les gaz à effet de serre. Donc on a vu tous ces scénarios. On voit qu'on réduit les émissions directes et que 50% de séparation de l'urine permet de réduire 60% des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre sur la station. Et ça va être lié aux émissions de N2O, à l'aération qui est réduite, au méthanol dans certaines stations ou aux sels métalliques qui sont utilisés pour l'élimination du phosphore et de l'azote. Et ce qui est important dans l'évaluation environnementale, c'est qu'on peut quantifier aussi les émissions évitées. Et là, on voit que les scénarios les plus impactants sont ceux qui permettent de valoriser l'azote. La seule valorisation du phosphore est finalement moins impactante en termes de gaz à effet de serre que la valorisation du phosphore, qui elle est impactante en termes d'économie sur les ressources naturelles. On l'a vu tout à l'heure. On peut aussi voir que si on utilise des technologies de traitement de l'urine, il ne faut pas pénaliser ce bilan. Donc on peut évaluer des technologies, celles qui par exemple utilisent de l'acide sulfurique pour récupérer l'urine. Et donc on a besoin aussi, en termes de R&D, de développer des procédés pour extraire et concentrer l'azote sans pénaliser ce bilan. Voilà, donc en conclusion, on voit que nos effluents, pas seulement la station d'épuration, mais nos effluents de manière plus large, peuvent jouer un rôle dans le bouclage des flux, mais qu'il est important d'objectiver un peu toutes ces technologies, toutes ces options, en utilisant des évaluations intégrées qui utilisent l'analyse de cycle de vie notamment, mais aussi des évaluations énergétiques et économiques. Alors la séparation de l'urine, ça peut être une solution pertinente, en particulier pour le recyclage de l'azote. C'est aujourd'hui probablement la solution la plus logique pour l'azote, qui est très impactant en termes de gaz à effet de serre, et puis celui du phosphore, lui, en termes de ressources fossiles. Il faut travailler sur ces techniques de récupération des nutriments par des procédés qui ont des faibles empreintes carbone et énergie. Et puis, il faut monter des partenariats parce que là, on ouvre justement le réseau d'acteurs, notamment aux citoyens qui se retrouvent confrontés à la séparation de l'urine et qui nous aidera peut-être à faire un bond en arrière ou en avant sur le principe du tout à l'égout. Et puis, voir aussi qu'on a besoin de sites de démonstration pour lever des verrous techniques, économiques, mais aussi sociétaux, finalement. Voilà. Je termine juste en vous disant que si vous ne faites rien le 16 et 17 novembre, on a des journées sur le même sujet ou presque, valorisation des ressources issues des effluents et des déchets à Toulouse. Chez vous à Toulouse. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Très précis.